Bonjour les 1G, on se retrouve pour un cours un peu déconnecté de ce qu'on était en train de faire en classe à l'heure actuelle, dû à cette période de confinement. Mais ce n'est pas grave du tout puisque c'est le cours qui allait intervenir après et on n'a pas besoin donc d'avoir fait les TP sur la microcontrôleur comme on devait commencer lundi. Ce cours va nous permettre de caractériser les signaux électriques. Première chose, les signaux électriques, on peut rencontrer à l'intérieur différents types de signaux électriques. Les premiers qu'on pourrait rencontrer et caractériser qui sont des signaux numériques ou logiques. On vous dit qu'un signal logique ou numérique sont des signaux discontinus dans le temps. Cela signifie que ce sont des signaux qui ne prennent qu'un nombre fini de valeurs. Si j'observe, premier cas, celui qu'on peut rencontrer le plus souvent, qui est un signal logique, on voit bien que le signal peut prendre deux valeurs qui sont soit 0 ou 5 volts, qui correspondent à du binaire 0 ou 1, et que dans le temps, on va prendre une succession de ces valeurs qui vont se suivre. Donc c'est le principe de transmission d'informations au format dit série, c'est-à-dire qu'on transmet bit à bit des données pour au final transmettre un nombre important de données. Par exemple, on peut rencontrer ceci sur le fil de la souris qui envoie des informations sur la position de la souris qui va vers l'ordinateur, sur un GPS, sur le Bluetooth. J'en ai parlé la dernière fois en cours. Deuxième cas que l'on pourrait rencontrer, qui est celui-ci, on voit donc ce signal numérique qui serait issu de ce qu'on appelle un convertisseur numérique analogique. Donc il va générer des valeurs de tension différentes dans le temps en fonction de combinaisons que le microcontrôleur va donner. On voit bien qu'il y a dessus il y a des petites combinaisons qui apparaissent. Ce seront les combinaisons par exemple qu'un microcontrôleur ou microprocesseur donnerait à ce convertisseur numérique analogique. Donc lui va convertir un nombre binaire, par exemple ici sur 2 bits, en une tension à la sortie. Ce dispositif, on a vu la fonction inverse qui était la conversion analogique numérique qui permettait de récupérer à l'intérieur d'un microcontrôleur une information provenant d'un capteur ou d'autres composants extérieurs. Celui-ci va permettre de restituer donc une tension à la sortie d'un microcontrôleur. L'exemple, ou d'un microprocesseur. Exemple, on peut rencontrer ce dispositif à l'intérieur d'une carte son d'ordinateur. Bien sûr, le nombre de bits est beaucoup plus important, mais c'est le même principe de fonctionnement. Donc ça, c'était les signaux numériques ou logiques. Deuxième catégorie de signaux, qui est cette fois-ci présentée, c'est le signal analogique, qui est continu, alors là il manque un petit mot, qui est continu dans le temps, ce qui signifie qu'il prend une infinité de valeurs. Si j'observe ce signal, quand je me promène sur ce signal, que je me trouve à n'importe quel endroit, j'aurai à n'importe quel moment du temps, j'obtiendrai une valeur de la tension de sortie différente. Et donc une infinité de valeurs, dans une gamme bien définie, mais une infinité de valeurs. Donc ça c'est le signal analogique, les signaux analogiques. Ces signaux peuvent prendre différentes formes. Donc quand on appelle forme, c'est comment ils sont, quelle forme ils ont. On pourrait rencontrer des signaux comme ceux-ci qui sont des dents de scie, d'autres signaux vus un peu plus loin qui sont le signal sinusoïdal, le signal carré, triangulaire qui est une dent de scie mais la dent de scie est particulière du triangulaire, un signal rectangulaire qu'on appelle aussi nous dans notre matière de temps en temps émélie, donc modulation de la largeur d'impulsion. On reverra ça au moment où on devra commander des moteurs et faire varier leur vitesse. On en parlera tout en bas du cours un tout petit peu, vous allez voir. On définit sur ces signaux des grandeurs importantes pour comprendre. La première qui est la période. On se rappelle que la période c'est la durée du motif élémentaire. Si je regarde sur cette dent de scie, le motif élémentaire est bien présent ici et la période permet de reconstituer le signal en reposant à chaque fois le motif élémentaire à côté de l'autre. Donc la période est mesurée en secondes. Une fois que cette période est obtenue, il en découle rapidement une formule qui nous permet d'obtenir le nombre de périodes par seconde qui s'appelle la fréquence, qui est exprimée en Hertz. Donc on divise 1 sur la période exprimée en secondes et on obtient la fréquence qui est bien donc le nombre de répétitions de période dans une seconde. Donc elle est exprimée en Hertz. Et maintenant, on va donc essayer de se focaliser sur quelques signaux et aller faire des petites choses dessus pour comprendre le fonctionnement de ces signaux et puis les grandeurs qu'ils peuvent transmettre. Le premier, le plus important, enfin pas le plus important, mais un des plus importants, qui est le signal sinusoïdal. On pourrait donc trouver l'expression d'une tension alternative sinusoïdale qui est celle
qui est le plus répandu, qui serait par exemple la tension secteur EDF, qu'on pourrait exprimer sous la forme d'une équation U de T, donc tension secteur dépendant du temps, en fonction du temps. Si on observe ici la capture d'écran de la tension secteur, on peut caractériser 3 grandeurs dessus rapidement, qui sont la période. La période, je la retrouve, donc le motif élémentaire, je pars d'ici, je reviens ici, et si je compte le nombre de carreaux et les graduations, j'obtiens 20 millisecondes sur le secteur, ce qui correspond à 50 Hz de fréquence. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut caractériser également la valeur correspondant à la pointe tout en haut ici, en tension, et cette valeur vaut 325 volts si je regarde sur le graphe. Donc la tension secteur est caractérisée par ces grandeurs qu'on vient de donner. On pourrait aussi également, donc je répète sur ce graphique un peu ce qu'on pourrait connaître, il y a une autre grandeur qui s'appelle la tension crête à crête. Cette fois-ci, c'est la différence entre la tension qui se trouve ici et celle qui se trouve tout en bas, c'est donc 2 fois l'amplitude. On pourra parler par la suite d'une valeur efficace, on en parlera dans le cours un peu plus loin. C'est une valeur qu'on ne voit pas, mais qu'on peut mesurer sur le secteur avec un multimètre. Seul un multimètre permet de l'obtenir. Ce signal-là ne peut être relevé sur le secteur qu'avec un oscilloscope, par contre. Alors, si je regarde comment est construite en fait la tension secteur, elle est basée à la base au travers d'un vecteur ici que j'ai tracé, qui est tracé ici, qui s'appelle OM, d'un cercle trigonométrique, et ce vecteur OM, on va le faire tourner sur le cercle trigonométrique. La tension de secteur est de la forme sinus alpha. Si je regarde l'angle alpha qui se trouve ici, le sinus est la projection donc du point M sur l'axe des ordonnées, et la grandeur qui se trouve ici, au point B. Si je fais tourner ces valeurs-là, je pourrais donc retracer rapidement la forme d'un sinus. Alors je vais vous montrer comment c'est fait par l'intermédiaire de GeoGebra. Si je prends GeoGebra, ici j'ai donc mon vecteur OM, mon angle alpha, et puis le sinus qui est donc donné sur l'axe des Y. Et si je commence à faire tourner donc mon vecteur sur le cercle trigonométrique et que je fais un tour complet, je devrais voir apparaître différentes valeurs qui correspondent aux valeurs du sinus qui sont calculées sur l'axe des ordonnées. Voilà, vous voyez bien. Et puis ça se répète, puisque le signal devient périodique, la période part d'ici et arrive ici. Comment est tracé ce signal? Tout simplement en prenant des valeurs, si je reviens à la partie cours, en prenant des valeurs donc caractéristiques. Si je prends l'angle alpha qui prend des valeurs caractéristiques que vous connaissez plus ou moins, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2, et puis des multiples de ceux-ci, que je prends ma calculatrice et que je décide de calculer ces valeurs, en faisant bien attention de, si j'utilise des radians, d'avoir placé ma calculatrice en mode radian. Pour la valeur pi sur 6, j'obtiens 0,5. Pour la valeur pi sur 3, j'obtiens racine de 3 sur 2 que j'arrondis à 0,866, etc. En faisant tous ces calculs, il me sera donc simple de retracer en me disant pi vaut 3,14, je sais, donc si je me mets à la valeur 3,14 quelque part, je peux commencer à mettre un point. 3,14 étant dans le secteur ici, le point 3,14 vaut 0, le point 0 vaut 0, le point pi sur 6, 3,14 divisé par 6 donne une valeur qui est dans le secteur ici, ça vaut 1,5. Et puis je vais pouvoir tracer excusez-moi, ma courbe sinusoïdale. Je vous disais donc pour obtenir donc la forme de la tension secteur, on va faire un tour de cercle qui vaut 0 à 2pi. Il faut donc multiplier ensuite cette valeur, puisque quand je regarde le sinus issu, tracé issu de là ne fait pas 325 comme nous l'avions défini à l'endroit ici. Donc pour obtenir la même caractéristique, il va falloir que je multiplie par 325 cette valeur. Donc U de T s'approchera de la valeur 325 fois alpha. Par contre, l'oncle alpha, on ne sait pas comment il évolue. Alors on va faire intervenir une nouvelle chose qui est la valeur de ce qu'on appelle la pulsation angulaire oméga, qui est exprimée en radians par seconde, qui est la vitesse de déplacement du vecteur OM. Vous avez bien vu dans GeoGebra, en fonction de la vitesse à laquelle je fais tourner ce vecteur, je vais aller plus ou moins vite sur la période. On dit que cette vitesse angulaire oméga, elle vaut 2pi sur la période t du signal, et donc on va pouvoir écrire que directement que U de T, le signal du secteur, c'est 325 fois oméga multiplié par le temps.
Donc la formule à retenir est ici, elle a été remplacée par les valeurs des tensions secteurs, mais donc va dépendre donc du sinus, va dépendre de la pulsation angulaire oméga t, oméga fois le temps, et en fonction de ça, eh ben, on va obtenir donc des valeurs différentes du sinus. Plus oméga va être grande et plus la période va faire que le signal va être différent. Une fois que l'on a fait ça, on pourrait s'intéresser maintenant à la puissance moyenne en sinusoïdal. On est toujours en sinusoïdal, on a le secteur qui est remplacé par un petit générateur, une résistance qui est une charge. Cette charge étant un four, on vous explique, hein, on connecte la tension U de T 325 fois le sinus de 314T. Donc si vous calculez ce qui est marqué ici, le 314, eh ben, c'est oméga. Oméga, c'est bien 2pi sur T. Si vous faites 2pi divisé par la période du secteur, vous trouvez 314. Alimente donc un four électrique qui est caractérisé par une résistance. Donc un four électrique, ce n'est qu'une simple résistance électrique qui va donc, dès lors qu'il va passer du courant à l'intérieur, eh ben, les électrons vont circuler. Ce passage d'électrons va générer une chauffe du composant, un dégagement de chaleur par effet Joule. Comme la tension change 50 fois par seconde et qu'elle communique la puissance, alors on vous dit qu'à chaque fois elle passe par 0, cette fonction. On vous rappelle quelques petites choses qu'on avait vues dans le premier cours, que l'expression de la puissance instantanée, donc à n'importe quel moment instantané produit par un signal, c'est U fois I, c'est U de T fois I de T, P de T. La loi d'Ohm, c'est U égale RI, sauf que c'est dans le temps, hein, puisqu'il y a des variations. On mesure la résistance du four qui fait 23 ohms. Et voici par simulation, si je simule ceci, par exemple avec Proteus, le logiciel que je vous ai parlé, eh ben, on voit apparaître la tension secteur en vert. En rouge, le courant produit circulant dans la résistance. On voit apparaître la période ici. Donc la période, elle vaut bien 0,2, c'est ce que je vous disais, hein, c'est bien la tension secteur. La valeur maximum sur le secteur vaut 325 volts. Si j'essaye de regarder un peu sur le graphique, alors le graphe des courants est ici, les unités de courant sont ici, on obtient environ 14 ampères au niveau du courant. La puissance, j'ai simulé la puissance, un dispositif qui nous permet donc de mesurer U fois I. Je vois que le maximum est environ de 4500 et qu'au centre, eh ben, je pourrais avoir une puissance dite moyenne, c'est-à-dire que je pourrais tracer un trait central qui me permettrait de se dire, eh ben, j'aurai une puissance dite moyenne et ça ne serait pas des valeurs max de puissance. On constate que U et I sont toujours de même sens. On voit bien que U et I sont, quand elles sont toutes les deux positives, elles sont toutes les deux, U et I est positif, et quand c'est négatif, les deux sont en même temps, soit positif, soit négatif. Donc que ceci nous donne tout le temps une puissance positive, parce que le produit plus par plus donne bien plus, et moins par moins donne quelque chose également au plus. La puissance est toujours positive. Si la puissance était négative, ça veut dire que la charge donnerait de la puissance au générateur, ce qui n'est pas le cas. La charge prend tout le temps de la puissance. La fréquence, par contre, elle est double. On voit bien que la fréquence est doublée, hein. On voit bien que la période est divisée par 2. Donc si la période est divisée par 2, la fréquence est doublée au niveau des puissances. La valeur moyenne, alors si je regarde, hein, c'est environ, la valeur moyenne, si je devais trouver la valeur moyenne qui se passe au centre ici du dispositif, c'est cette valeur divisée par 2. 4500 divisé par 2 qui ferait 2250 environ. Or, Pmax égale Umax fois Imax, donc on peut écrire que, alors on intègre cette fois-ci quelque chose qui est nouveau, c'est que la valeur efficace d'un signal, ce qui est efficace, c'est la valeur maximum divisée par un coefficient qui est racine de 2. Donc si je multiplie, si je regarde, que je prends Umax divisé par racine de 2 qui prend la valeur efficace, que je le multiplie par Imax divisé par racine de 2 qui donne le courant efficace, j'obtiens une puissance efficace qui vaut U fois I. D'accord. Et si je fais ce calcul, et donc si je fais ce calcul, hein, comme j'étais en train de vous dire, eh ben, je vais obtenir la valeur moyenne de la puissance que j'ai calculée avant. Si je multiplie U efficace par I efficace, si vous prenez les valeurs précédentes qui sont là, vous divisez 325 par racine de 2, vous divisez 14 par racine de 2, vous prenez les deux résultats obtenus et les multipliez ensemble, vous allez obtenir donc la valeur de la puissance moyenne que vous aviez là. Donc la puissance efficace et la puissance moyenne. Cette puissance efficace, elle va donc nous permettre de déterminer la valeur qui va
engendrer l'échauffement de la résistance. Ce n'est pas la puissance max qui échauffe la résistance, mais c'est la valeur efficace, donc moyenne de cette puissance qui va permettre d'échauffer le composant. Donc au niveau des valeurs tension efficace, courant efficace, on vous explique bien que la tension efficace, c'est le courant efficace ou RMS, on l'appelle round mean square, efficace, correspond à la tension continue et ou courant continu qui produirait la même puissance, c'est-à-dire qui aurait le même effet thermique, c'est ce que je viens de vous dire, d'où leur nom. Elles sont efficaces, c'est elles qui produisent l'efficacité dans le composant. On la mesure donc avec un multimètre connecté sur la partie AC, sur le commutateur AC. Et si on fait le calcul de ce que je vous ai dit avant, donc pour vérifier ce qui était bien là, je calcule le courant efficace, la tension efficace, le courant efficace, le produit des deux donne environ cette valeur moyenne. Après, ça va dépendre de la lecture que j'avais donc fait à cet endroit-ci pour obtenir les valeurs. Une fois qu'on a fait ça, pour la tension sinusoïdale, pas de problème, on sait à peu près tout ce qu'on avait à retenir. Donc moi je vais reciter ce qu'il faut retenir. L'équation de la tension secteur est de la forme Umax fois le sinus oméga t. La période du secteur est de 20 millisecondes, sa fréquence est de 50 Hz, la valeur max du signal, donc qu'on appelle amplitude, est de 325 volts. On a également vu que on pouvait rencontrer des valeurs efficaces qui permettaient, qui équivalent à l'échauffement qu'il y a dans les résistances. C'est donc les valeurs max divisées par racine de 2 qui donnent les valeurs efficaces, et que le produit des tensions efficaces fois courant efficace donne donc la puissance moyenne d'un dispositif. Que pour mesurer une valeur efficace, il faut utiliser un multimètre positionné en AC, et que si on veut voir les valeurs maximum qui sont les amplitudes ou les tensions crête à crête, il faudra cette fois-ci se placer avec un oscilloscope. Une fois qu'on a fait ça, on va parler maintenant d'un nouveau signal qui nous intéresse aussi, qui est le signal rectangulaire, et définir à l'intérieur quelque chose qui est important, une autre grandeur qu'on appellera le rapport cyclique. Alors on vous dit, où peut-on utiliser ce signal rectangulaire? Donc le plus souvent, il va être utilisé, nous, au niveau des moteurs à courant continu. Donc c'est-à-dire que les moteurs à courant continu dans lesquels on injecterait une tension continue pour le faire tourner, tout ce qu'on va trouver dans les petits robots, ces choses comme ça. On a un exemple ici de moteur à courant continu. Alors c'est un motoréducteur à courant continu. On a un moteur qui est ici, on doit lui appliquer une tension continue provenant par exemple d'une batterie. Celui-ci est dans un chariot de golf motorisé, je vous l'ai déjà présenté me semble-t-il. On y applique une tension de 12 volts, le moteur va se mettre à tourner à une certaine vitesse. Il faut savoir que quand on verra le cours, la vitesse est proportionnelle de rotation de ce moteur à la tension qu'on envoie à l'intérieur. Si on envoie 12 volts, il tourne à une certaine vitesse. Si on envoie 6 volts, il va tourner à la moitié de la vitesse. Donc celui-là il est réducteur parce que derrière on a rajouté un train d'engrenage un peu spécial en plus là qui permet de faire un changement de sens de rotation avec ici une vis un peu spéciale, hélicoïdale là, qui va permettre de faire le changement de sens et de réduire surtout la vitesse. Donc c'est un motoréducteur avec une vis sans fin, on appelle celle-ci vis sans fin, et puis ici le pignon de sortie. On vous donne différentes caractéristiques. La vitesse du moteur est proportionnelle à la valeur moyenne de la tension qu'on envoie à ces bornes. Des caractéristiques sur le signal rectangulaire. Il est défini comme étant un maman à l'état haut, ensuite à l'état bas. C'est un signal numérique cette fois-ci. On pourrait l'appeler plus ou moins numérique, mais on va caractériser dessus des fréquences et des choses. Donc si je regarde ce signal, on va définir dessus quelque chose, une première chose qui est le rapport cyclique. C'est-à-dire que ce signal est dit rectangulaire. La longueur de ce temps T1, qu'on va appeler temps à l'état haut, elle peut varier, on peut la faire varier. La période reste en constante, mais le temps à l'état haut peut varier. Donc on va définir un rapport qui s'appelle le rapport du cycle, le rapport cyclique, qui va diviser donc le temps à l'état haut par la période. Ce nombre évoluera de 0 à 1 ou de 0 à 100%. Quand on se trouve au centre, c'est-à-dire que le temps haut est égal à la moitié de la période, on appelle ça un signal dit carré, puisqu'on regarde bien que sa partie supérieure est égale à la partie inférieure. Une fois que l'on a ça, on va définir ce qu'on appelle le courant moyen ou la tension moyenne. Alors la tension moyenne, si je m'explique, j'ai ici un signal quelconque qui est rectangulaire. Je voudrais définir un paramètre qui s'appelle valeur moyenne. Alors l'exemple que je prends tout le temps, c'est que je me dis, je suis un bulldozer et je vois des tas de terre et des trous à des endroits et je décide de pousser à l'intérieur des trous là qui se trouvent juste en dessous, des tas de terre qui sont au-dessus pour permettre de niveler et d'être tout droit partout.
Quand j'aurai mis tout droit, j'aurai la valeur moyenne de la tension. Alors je vois bien qu'ici, la valeur moyenne de la tension, elle est aux alentours ici de 5 volts, à peu près, pas tout à fait. Alors pour la calculer, bah, il est simple, une formule peut venir à nous, c'est-à-dire que je dois calculer l'aire algébrique de U et le diviser par la période. Alors par exemple ici, si je dois calculer l'aire algébrique, je me dis que eh ben, ce signal, il a une aire algébrique positif au-dessus qui dure eh ben, 2 millisecondes multiplié par 15 volts, donc je multiplie 2 par 15 à cet endroit ici, vous êtes bien d'accord. Et puis j'en ai ici une, mais cette fois-ci celle-ci elle va être négative, elle vaut moins 5 multiplié par 3 millisecondes. Donc j'ai dit 15 multiplié par 2 millisecondes ici, moins celle qui est en dessous puisqu'elle est négative, et je divise ça par la période qui fait 5 millisecondes, j'obtiens ici une valeur de 3 volts. Cette valeur moyenne de ce signal est de 3 volts. C'est-à-dire que la moyenne se trouve environ ici, ce qu'on comprend à peu près. Cas particulier intéressant, c'est quand je n'ai pas de tension en dessous de l'axe des zéros. Si je prends la valeur moyenne, je dis que c'est la valeur du maximum multipliée par le temps T1 pour calculer l'aire algébrique supérieure, que je divise par la période, et je vois intervenir à l'intérieur T1 sur T, ici, qui correspond à ce que l'on vient de définir avant, qui était le rapport cyclique. Donc, la valeur moyenne d'un signal qui ne serait que au-dessus de 0 serait la valeur maximum du signal, ici, par exemple 15 fois 15, multiplié par le rapport cyclique qui serait ici 2 sur 5, puisque 2 carreaux à l'état, enfin 2 millisecondes à l'état haut, divisé par 5 sur la période, et j'obtiendrai directement ce signal et qui ferait une certaine valeur. Je ne peux pas le faire sur ce signal-là puisqu'il est, lui, négatif. Vous êtes bien d'accord? Il y a une partie négative. Donc, quand j'ai une partie négative comme ça, eh ben, j'utilise la formule avec les aires algébriques en soustrayant celle qui est en dessous, ou si je suis un petit peu malin, je me dis, j'additionne à ce signal, par exemple ici 5 volts, comme ça il revient juste à 0, je fais mon calcul sur le signal qui serait tout décalé de 5 volts, et à la fin de mon calcul, je soustrais 5 volts puisque j'avais additionné 5 volts au départ. Donc ça pourrait être une solution. Petit exercice, j'ai ce motoréducteur qui est donc dans mon chariot de golf. On me dit, première chose, quelle est la fréquence du signal UMOT représenté en 4.1. Donc si on regarde en 4.1, c'est ici. Hein. La fréquence du signal, eh ben, je regarde la période. En relevant la période ici, j'obtiens donc quelque chose qui fait 50 microsecondes. 50 microsecondes, 1 sur 50 microsecondes donne 20 kHz. Calculer le rapport cyclique et la valeur moyenne. Donc si je regarde le signal qui est ici, que je regarde le rapport cyclique, je mesure le temps à l'état haut, je mesure la période, je l'ai eu juste avant, le temps à l'état haut faisant 20 microsecondes, la période 50 microsecondes, j'obtiens un rapport cyclique d'environ 40%. Si j'ai bien vu que ce signal était autour du 0, c'est-à-dire il est compris entre 0 et 12 volts, je multiplie donc la valeur de l'amplitude max par le rapport cyclique pour obtenir la valeur moyenne. J'obtiens 4,8 volts, qui est à peu près ce qu'on obtient. On a 4 ici, 6 ici, 4,8 volts, presque 5 volts pour la valeur moyenne. On pourrait, alors on pourrait directement déterminer la vitesse de rotation d'avance du chariot en se disant j'ai 4,8 volts, je me place ici, j'envoie ici et je retrouve quelque chose qui se déplacerait entre 2 et 3 km par heure au niveau du chariot de golf. Nouvelle manip, on vous dit cette fois-ci je veux me déplacer à 6 km/h. Donc si je veux me déplacer à 6 km/h, je suis donc ici, je retrouve une valeur de tension moyenne correspondante à 9,5 volts. Si je me trouve à 9,5 volts, le fait de se retrouver à 9,5 volts, on nous dit quel est le rapport cyclique que je devrais mettre sur mon signal pour que ça se passe. Et bien, sachant que j'ai du 12 volts d'un côté, que je peux recalculer l'équation mathématique, sachant que pour 6 volts j'ai 9,25, donc la vitesse c'est bien 6 sur 9,25 fois une moyenne. Une fois que j'ai ceci, et si je multiplie la valeur moyenne, je peux la retrouver parce que je sais que c'est 12 fois le rapport cyclique. J'injecte tout ça à l'intérieur, enfin à l'intérieur de l'une de l'autre, et j'obtiens donc que la vitesse de déplacement du chariot de golf c'est 7,6 fois le rapport cyclique. Donc si j'ai un microcontrôleur qui est capable de me générer des rapports cycliques de cette façon, je suis capable de commander mon chariot de golf en vitesse variable pour me déplacer en fonction de ce que demande mon utilisateur.
Donc voilà, j'ai caractérisé les signaux. Alors ce qu'il y a à retenir ici, c'est le rapport cyclique au niveau du signal rectangulaire, qui est la division du temps haut sur la période, que ce rapport cyclique peut nous être utile pour le calcul d'une valeur moyenne de tension à l'intérieur, qui elle va servir, parce que la valeur moyenne va faire tourner notre moteur à courant continu, c'est la valeur moyenne qui nous permet de déterminer la vitesse à laquelle il doit tourner. Donc il nous suffit de se dire que si le signal n'est que positif, la valeur moyenne de ce signal, c'est le rapport cyclique fois la valeur max présente sur le signal. Si ce n'est pas le cas, on utilise la valeur moyenne calculée par les hasards algébriques, donc R positif moins R négatif, divisé par la période. Donc l'R, c'est bien le produit du temps fois la hauteur, également ici, et divisé par la période, qui est donc la période du signal. Je vous remercie de votre écoute. Et puis je vous transmets donc un petit TD à réaliser et à me rendre assez rapidement. Donc je fixerai la date dans le mail que je vais vous envoyer. Merci de votre écoute, à très bientôt en présence. Donc la semaine prochaine, je ne suis pas là, je crois, ça sera la semaine d'après.